Bonjour, je me présente, Bertrand Rozek, je suis anesthésiste réanimateur au CHU de Nantes et je remercie la Société française de cardiologie de m'avoir proposé de faire ce topo sur l'interprétation de l'élévation de la troponine en période périopératoire. Voici mes différents conflits d'intérêts. Alors, de quoi va-t-on parler pendant les prochaines minutes? Eh bien, essentiellement du dommage myocardique, qui est un phénomène ischémique avec ou sans infarctus qui apparaît dans les 30 premiers jours en post-opératoire d'une chirurgie non cardiaque et qui altère de manière significative le pronostic du patient en augmentant notamment la mortalité à 30 jours. Alors en post-opératoire, les compagnies d'assurance de santé nord-américaines nous l'ont rapporté, il peut y avoir jusqu'à 1% d'infarctus du myocarde en post-opératoire. 10 à 20% d'entre eux sont des ST+, les autres sont des non-ST+. En général, ils sont d'origine non thrombotique et sont la résultante d'un déséquilibre de la balance énergétique, ce que l'on retrouve également dans le dommage myocardique, ce qui correspond donc à un type 2 de la définition universelle de l'infarctus du myocarde. Effectivement, comme vous le savez, pendant une intervention, les stress vont être responsables de variation de la fréquence cardiaque, parfois des troubles du transport en oxygène, une hyperadrénergie, qui, s'ils surviennent sur un myocarde fragile, atteint de coronaropathie ou d'hypertrophie ventriculaire, va être à l'origine de phénomènes ischémiques et d'une élévation de la troponine. En 2014, la cohorte Vision a permis de définir un seuil de troponine correspondant au dommage myocardique de troponine T. Lorsque celle-ci est supérieure à 30 nanogrammes par litre, on a un dommage myocardique qui survenait donc dans cette cohorte de 15 000 patients, chez 8% des patients, avec chez ces patients porteurs d'un dommage myocardique, 40% d'infarctus du myocarde et 60% qui n'étaient pas des infarctus du myocarde. Il peut y avoir des élévations non ischémiques de la troponine en rapport avec une embolie pulmonaire ou un sepsis, mais c'est beaucoup plus rare. Il y a également des seuils de troponine ultrasensible qui ont été définis, supérieurs à 65 nanogrammes par litre, ou, et là c'est un critère plus dynamique, lorsque cette élévation de troponine ultrasensible est comprise entre 20 et 65 nanogrammes par litre, une augmentation entre deux mesures réalisées en pré et en post-op ou deux mesures réalisées en post-op supérieures à 5 nanogrammes par litre définissent le dommage myocardique. L'élévation de la troponine I, curieusement, n'a pas de seuil qui corresponde au dommage myocardique, mais évidemment, toute élévation en post-opératoire doit faire envisager un dommage myocardique. Ce dommage n'est pas forcément associé à des signes cliniques, seulement dans 10 à 15% des cas, pas toujours avec des signes électrocardiographiques, mais qui doivent être recherchés, et ils peuvent survenir en post-opératoire immédiat et jusqu'à 30 jours en post-opératoire. En pratique, cela représente quoi? Si on considère qu'il y a 200 millions d'interventions non cardiaques majeures par an dans le monde, 8 millions de personnes vont présenter un dommage myocardique et ça peut représenter jusqu'à 1 million de morts par an. En France, si on considère qu'il y a 4 millions de patients de plus de 45 ans qui bénéficient d'une chirurgie non cardiaque, 400 000 auraient une augmentation isolée de troponine. Alors, je vous ai dit que ça entraînait une augmentation de la mortalité à J30, mais un certain nombre d'études rapportent également une augmentation de la mortalité jusqu'à 1 an en post-opératoire. Et ce dommage myocardique était également associé à une augmentation des récidives de l'infarctus du myocarde, une augmentation des poussées d'insuffisance cardiaque et des troubles du rythme, ce jusqu'à 18 mois en post-opératoire. Alors, que faire? Eh bien, écoutez, il faut dépister selon les recommandations des sociétés nord-américaines et européennes pour retrouver, pour suivre la troponine 48 à 72 heures en post-opératoire en réalisant un dosage quotidien chez les patients à risque qui sont soit définis par des critères cliniques, il s'agit là des recommandations canadiennes, éventuellement sensibilisés par un dosage de peptides natriurétiques. Et chez ces patients à haut risque, vous allez réaliser en post-opératoire pendant 2 à 3 jours un dosage de la troponine. Que faire d'autre? Maintenir les traitements qui peuvent avoir un effet préventif, tels que les bêta-bloquants, mais qui ne sont certainement pas à commencer le jour de l'intervention. C'est ce que nous a appris l'étude POISE 1. L'aspirine, et c'est ce que nous a appris l'étude POISE 2, n'est sans doute pas non plus à commencer le jour de l'intervention, car il ne réduit pas le risque de dommage myocardique, mais augmente le risque hémorragique. Les statines sont sans doute à débuter, mais au moins 3 semaines avant le geste. Les IEC, c'est plus discuté, car ils sont responsables en péropératoire d'un certain degré d'hypotension. Quant à réaliser une coronarographie systématique, eh bien non, la coronarographie est réservée aux patients pour lesquels elle est indiquée. Malgré tout, votre patient présente un dommage myocardique post-opératoire, et là, c'est toute la vertu de cette étude française qui, en 2014, rapportait que le renforcement du traitement par antiagrégants plaquettaires, bêta-bloqueurs ou statine améliorait la survie des patients porteurs d'un dommage myocardique après chirurgie non cardiaque en améliorant leur survie à 12 mois par rapport aux patients qui n'avaient pas de renforcement de leur traitement post-op.
Existe-t-il un traitement spécifique de ce dommage myocardique en post-op? Eh bien, écoutez, c'est l'étude MANAGE qui a été publiée en 2018 par l'équipe de Devro, qui rapporte l'intérêt du dabigatran, 110 mg 2 fois par jour, chez les patients qui présentent un dommage myocardique 35 jours après une chirurgie non cardiaque. Et ils ont constaté chez ces patients traités par dabigatran une amélioration d'un critère composite associant les phénomènes, les événements cardiaques, mais également vasculaires, tels que les atteintes enfin liées à l'artériopathie périphérique ou à la thrombose veineuse profonde. Malgré ce traitement par anticoagulant, on n'observe pas une augmentation du risque hémorragique. Néanmoins, c'est une étude un peu isolée qui a eu des difficultés d'inclusion et chez qui près de 50% des patients ont interrompu leur traitement. D'autres études sont en attente. Certaines ont malheureusement déjà été interrompues. La comparaison ticagrelor versus aspirine, l'étude intrépide chez les patients porteurs de ce dommage myocardique en post-op a été arrêtée faute de recrutement. Une étude qui doit comparer le placebo à une association statine-aspirine doit débuter en Espagne. Et en Europe, il y a un certain nombre d'études aussi qui ont été lancées. En conclusion, je dirais simplement que c'est un phénomène loin d'être rare et qui est très grave, pour lequel il faut avoir une stratégie de dépistage, savoir repérer les patients à risque, doser la troponine en post-op 48 à 72 heures chez ces patients, prévenir sa survenue en maintenant un bon traitement pour le bon patient ou en introduisant. En pérop, protéger le patient des agressions. En post-op, reprendre les bons traitements pour le bon patient. Et s'il survient malgré tout, eh bien sans doute traiter, appeler le cardiologue pour renforcer le traitement, éventuellement avoir un traitement plus agressif. En tout cas, prévoir un suivi post-opératoire pour optimiser le traitement chez ce patient. Et je ne saurais trop souligner l'intérêt d'une discussion collégiale entre anesthésiste réanimateur, chirurgien et cardiologue. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour et très heureux de vous faire cette communication sur le syndrome de Takotsubo dans le contexte anesthésique. Alors, il y a principalement une publication que vous devriez lire si vous êtes intéressé par ce sujet. Un collègue canadien dans Canadian Journal of Anesthesia a rapporté tous les cas publiés dans les dernières années et donc c'est voilà, vous trouverez tous les éléments importants. Alors, je vais vous résumer sa communication. Donc, il y a eu 131 cas qui ont été décrits. Et vous voyez que quand le Takotsubo arrive dans la période périopératoire, c'est toute chirurgie. C'est la chirurgie digestive, la chirurgie cardio-thoracique, orthopédique ou des césariennes. Ça arrive principalement pendant l'anesthésie générale, mais gardez en tête que ça peut se voir pendant les rachianesthésies et un peu les péridurales. À quel moment ça arrive? Ça arrive surtout pendant l'anesthésie et la chirurgie, et ça arrive en fait dans les 20 premières minutes de l'anesthésie. Ça arrive aussi en post-opératoire, c'est à peu près la moitié des cas, et là, c'est dans les 24 heures qui suivent l'intervention. Alors, je vais vous décrire un cas que tout le monde décrit parmi les anesthésistes réanimateurs. C'est une dame de 61 ans qui avait une tumeur de l'hypophyse avec un hématome qui a dû être opéré 5 fois. C'est un cas qui a eu lieu en Allemagne. Les 5 fois, elle a fait un Takotsubo très sévère, dont 2 fois 2 arrêts cardiaques, un de 5 minutes, un de 30 minutes. Et la dame s'en est sortie sans séquelles. Mais à chaque fois qu'il y avait de l'anesthésie, à chaque fois, il y avait un Takotsubo. Le cas que je voudrais décrire, c'est un cas qui est arrivé à l'hôpital Lariboisière. Donc, c'est une dame qui est drogue addict, HIV, qui fait une chute de 15 mètres avec de multiples fractures. Et au deuxième jour de son séjour en réanimation, alors que la ventilation mécanique, on voit une très importante instabilité hémodynamique nécessitant la mise en place de noradrénaline. Les troponines montent un tout petit peu. On fait un électrocardiogramme à l'admission et on va le comparer à celui de J2. À l'admission, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et vous pouvez voir ici ces belles modifications à J2. Donc, on fait l'échocardiographie. Et qu'est-ce qu'on voit à l'échocardiographie? En fait, on voit que la base se contracte, mais on voit que l'apex est immobile. Donc, ça a une forte suspicion de Takotsubo. Alors, je vais vous montrer 3 semaines plus tard, donc à J22, le CG montre des ondes T inversées, mais l'élévation de ST a disparu dans les premiers jours. Et quand on fait l'échocardiographie, vous voyez que là, maintenant,
la pointe se contracte, alors que, rappelez-vous, elle ne se contractait pas du tout. Deux articles décrivent bien le Takotsubo, un article auquel j'ai participé en 2016 dans European Journal of Heart Failure et deux articles publiés en 2018 dans European Heart Journal. Je vous conseille donc de vous les procurer, mais je vais vous les résumer rapidement. Donc en fait, c'était bloqué. On recommence alors ou... Donc, ce sujet, vous pouvez trouver plusieurs éléments dans trois articles. Un premier qui est sorti dans European Journal of Heart Failure, dans lequel j'ai participé, et deux autres qui ont été publiés dans European Heart Journal. En gros, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que le Takotsubo, ça arrive très très vite et c'est réversible, que c'est lié effectivement à des catécholamines, une grande bouffée de catécholamines circulantes qui vont rendre le myocarde paralysé et que après avoir cherché beaucoup de noms, beaucoup de personnes restent aujourd'hui sur Takotsubo. La physiopathologie n'est pas comprise. On sait qu'il y a une stimulation du sympathique. On a même des micro-nécroses musculaires liées à ça et que cette stimulation du sympathique va persister pendant des mois après l'épisode de Takotsubo. Un élément peut-être à savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui un score qui permet de dire s'il y a un Takotsubo ou pas, ou en tout cas de dire qu'il y a d'une fréquence très élevée du Takotsubo. Dans ce score que vous voyez ici à droite, vous voyez que quand c'est une femme, quand il y a un stress émotionnel ou un exercice physique, ben, on accumule des points et quand ça dépasse 70, il y a de fortes chances que ce soit un Takotsubo. Comme je vous l'ai dit, le Takotsubo, c'est principalement des signes d'insuffisance cardiaque aiguë. C'est en fait souvent des malades qui viennent avec un œdème aigu du poumon. Il y a une insuffisance mitrale. Dans des rares cas, c'est un choc cardiogénique, mais c'est beaucoup un œdème aigu du poumon. Donc, comment on va le traiter? Ben, en fait, dans le cas le plus fréquent d'insuffisance cardiaque, on va mettre le malade soit aux soins intensifs de cardio, soit en réanimation. On va traiter avec des diurétiques, avec d'oxygène, cette pathologie-là. Et surtout, quand le malade va partir, ben, on va donner des médicaments au long cours. Donc, nous, on privilégie les bêta-bloquants pendant 3 mois. De l'autre côté, à droite, on voit que dans des cas vraiment rares, on peut aller jusqu'au choc cardiogénique. La difficulté va être de donner des catécholamines dans ce choc cardiogénique. Alors aujourd'hui, il est préconisé de donner plutôt du lévosimendan avec la noradrénaline pour maintenir la pression artérielle. Et dans des cas exceptionnels, il faut aller jusqu'à l'assistance ventriculaire. Donc en résumé, le Takotsubo en périanesthésie se voit, et ça je ne vous l'ai pas encore dit, mais il se voit dans 10% des cas. Si vous prenez un hôpital avec pendant 10 ans, vous collectez tous les cas de Takotsubo, ben, il y a 10% des cas qui sont liés à la période périanesthésique. Le mécanisme n'est pas connu. Ça peut rarement nécessiter un séjour en réanimation. Et une fois que vous avez traité l'œdème aigu du poumon, vous avez surveillé l'échocardiographie régulièrement. Quand le malade est stable, au moins hémodynamiquement, même s'il persiste des hypocontractilités du ventricule gauche, au moment de sortir, il est de bonne pratique de mettre sous bêta-bloquant pendant 1 mois en attendant la récupération. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, Clément Delmas, donc cardiologue réanimateur sur les soins intensifs de cardiologie du CHU de Toulouse-Rangueil. Nous allons parler de myocardite aiguë et myocardite fulminante puisqu'on parle de myocardite en réanimation ou soins intensifs. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec cette présentation. La myocardite fulminante se définit comme l'association d'un diagnostic de myocardite aiguë qui date de moins de 15 jours avec des signes et ou des symptômes d'insuffisance cardiaque et d'instabilité hémodynamique définis par la nécessité d'avoir recours à des vasopresseurs ou des inotropes ou une assistance circulatoire. C'est tout de même 15 à 30% des myocardites aigus qui sont hospitalisés, 2 à 3% de l'ensemble des myocardites. Et de choses intéressantes, ça représente 3 à 12% des causes de mort subite des patients jeunes. La présentation initiale, quand on compare un myocardite aigu classique, c'est des patients qui sont encore plus jeunes, beaucoup plus de femmes, pas d'antécédents particuliers le plus souvent, en dehors d'antécédents personnels ou familiaux de maladies auto-immunes, un début et une aggravation très rapide, beaucoup plus de signes extracardiologiques, en tout cas extra-douleurs thoraciques de type dyspnée et syncope, et des signes extracardiologiques de type gastro-intestinaux
et altération de l'état général. Et on aura assez fréquemment des troubles de la conduction, des troubles de rythme ventriculaire. Le diagnostic, c'est le diagnostic de myocardite aiguë, basé à la fois sur des biomarqueurs inflammatoires, une élévation de la troponine et du NT-proBNP, sur l'électrocardiogramme, avec à peu près tout ce qui est possible de voir, sus-décalage, sous-décalage, en tout cas c'est souvent diffus. On peut avoir du microvoltage, on peut avoir des troubles de conduction intraventriculaire ou atrioventriculaire, avec des modifications qui sont dynamiques. L'échocardiographie jouera un rôle majeur, elle mettra en évidence une altération de la fraction d'injection dans ses formes fulminantes, avec une altération du débit cardiaque, alors même que le volume ventriculaire gauche est normal. Souvent, on aura une hypertrophie ventriculaire gauche qui est en fait de l'œdème, quelque chose qui est souvent hyper échogène, et des troubles de la fonction diastolique. Le diagnostic positif de myocardite repose en soi sur l'IRM, avec les critères de Lake-Louise, donc qui mettent en évidence à la fois de l'œdème, de l'hyperémie et d'hirosement tardif, en T1, T2 et après injection de gadolinium. Mais finalement, les marqueurs récents qui sont quantitatifs, de type T1 et T2 mapping, et la recherche de volume extracellulaire sont beaucoup plus sensibles. La problématique chez les patients avec une myocardite fulminante, c'est l'instabilité hémodynamique qui fait qu'on est obligé de retarder cette IRM, et souvent, il sera fait plutôt 10 jours après. Et c'est là où le scanner cardiaque a tout son intérêt. On va pouvoir faire un scanner coronaire permettant d'éliminer le diagnostic différentiel principal qui est la coronaropathie aiguë évidemment. Il va pouvoir avoir des temps tardifs qui vont mettre en évidence des rehaussements de la paroi qui sont très évocateurs de myocardite, d'autant plus en inférolatéral, et vont pouvoir poser le diagnostic positif de myocardite. Les biopsies endomyocardiques ont un rôle majeur à jouer dans ces formes fulminantes. On se base sur les critères usuels dits de Dallas, qui va différencier des formes actives avec inflammation, nécrose, des formes dites borderline où on a de l'inflammation avec de l'œdème et des cellules inflammatoires, voire même des cytokines inflammatoires, mais pas de nécrose, et les formes négatives. La problématique des biopsies, c'est leur faible sensibilité du fait d'une atteinte patchy du myocarde. Donc, il faudra savoir répéter les prélèvements à plusieurs endroits, en différents sites et au moins 4 spécimens. On fera de l'histologie, de l'immunohistochimie et on fera ça dès que possible. Le mieux est de le faire dans des centres expérimentés avec des opérateurs à la fois interventionnels mais aussi anatomopathologiques expérimentés. Les complications sont rares quand on en fait souvent et il faut probablement se poser la question des RT-PCR systématiques virales sur ces prélèvements. Les indications, c'est du classe 1B pour de l'insuffisance cardiaque sur une cardiopathie inexpliquée qui nécessite des inotropes ou une assistance circulatoire, en cas de troubles conductifs de haut degré associés, de troubles du rythme ventriculaire, ou dans des cas particuliers comme dans le cas de l'hyperéosinophilie. Les étiologies de ces myocardites fulminantes sont assez classiques, auto-immunes, toxiques ou infectieuses. La biopsie permettra de différencier des formes lymphocytaires qui sont majoritaires dans 3/4 des cas, des formes à cellules géantes, des formes à éosinophiles et des rares cas de sarcoïdose. Ce qui est très important, c'est de garder en tête que dans la myocardite fulminante, 15% vont être avec une maladie auto-immune ou de système associé. Donc, il faut penser vraiment à les rechercher. Et d'où l'intérêt de ces biopsies pour nous pousser vers un traitement spécifique, notamment immunomodulateur. Ce qui est important aussi, c'est de voir que le pronostic de ces myocardites fulminantes est pas bon, hein, c'est 9% de décès intra-hospitaliers, 15% qui ont recours à une ECMO véno-artérielle et 4% qui ont recours à une transplantation, 4% encore recours à une assistance cardiaque chronique. Et ceci alors même qu'avant, on pensait que ces myocardites avaient un très bon pronostic quand elles étaient fulminantes. Vous voyez ici que ce soit à 30 jours, 1 an ou 5 ans, on a vraiment une augmentation très significative du décès de recours à la transplantation et à l'assistance cardiaque chronique. À 5 ans, c'est un patient sur 2. Certains marqueurs sont associés à un plus mauvais pronostic, notamment les QRS larges, l'allongement du PR, la présence d'ondes Q, des trous d'urine ventriculaires, une altération de la fraction d'éjection, une hypotension. Et vous voyez que la forme la plus grave des myocardites fulminantes, c'est la myocardite à cellules géantes que vous avez ici sur la courbe en bas en bleu, avec 60% qui sont morts ou nécessitent une transplantation à 2 mois. Le traitement est symptomatique, il faut vraiment rechercher à mettre en évidence une altération du débit cardiaque par des formes invasives ou non invasives, écho ou cathétérisme droit, parce que les sujets jeunes souvent compensent très bien et cliniquement peuvent être surprenants. Un monitorage très rapproché de ces patients. On va gérer évidemment la volémie comme dans tout choc cardiogénique, avoir recours aux inotropes et aux vasopresseurs. Quand on a recours aux inotropes ou aux vasopresseurs chez ces patients, il faut penser à l'assistance circulatoire très rapidement, en fonction des signes droits ou pas, en fonction de l'altération respiratoire extracardiaque ou pas, on pourra avoir recours à l'ECMO ou à l'impélant.
Et puis, dans la seconde partie, on pensera au traitement de l'insuffisance cardiaque, même si le niveau de preuve est faible. L'immunosuppression doit être discutée. Classiquement, on a recours aux corticoïdes, 7 à 14 mg kg par jour pendant 3 jours. Et on l'arrêtera très probablement en cas de RT-PCR positive avec des charges virales qui sont importantes, et d'autant plus si c'est du HHV6. On aura assez fréquemment recours aux immunoglobulines intraveineuses, 2 grammes kg, qu'on va répartir sur plusieurs jours parce que c'est plein de sel et d'eau chez ces patients déjà d'insuffisance cardiaque. La probabilité de complications de cette immunosuppression ne justifie pas de ne pas la faire. Et par contre, il faudra savoir l'arrêter en cas notamment de formes virales réplicantes. C'est très important, en tout cas, pour les formes à cellules géantes, à éosinophiles, ou dans les formes associées aux maladies de système. À l'heure actuelle, il n'y a aucune prise en charge formalisée spécifique, aucune recommandation formalisée très claire. Et vous voyez ici plusieurs centres sur plusieurs continents, experts dans leur domaine, et personne ne fait pareil. Ce qui est certain, c'est que ces patients vont nécessiter un suivi spécialisé prolongé avec une imagerie multimodalité, des traitements de l'insuffisance cardiaque et des traitements immunomodulateurs. Il faudra savoir discuter le DAI et voir la transplantation et l'insuffisance cardiaque chronique. Vous voyez que les formes qui étaient compliquées initialement, qu'on va pouvoir appeler fulminantes, ont 4% de choc ou de mort subite à long terme et 5,7% de décès dans ces séries ici. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous proposer en temps de conclusion. Les patients qui ont des symptômes sévères d'insuffisance cardiaque et notamment de choc cardiogénique, qui ont une altération de la fraction de sélection inférieure à 40 ou encore plus inférieure à 30%, d'autant plus s'il y a des troubles du rythme ventriculaire, doivent être approchés d'un centre expert. On devra discuter l'assistance circulatoire. Les biopsies devraient probablement être systématiques. L'IRM dès que possible. Et l'immunomodulation et notamment les stéroïdes, plus ou moins les immunoglobulines, devraient être réalisées. Merci beaucoup. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Bienvenue à ces journées européennes de cardiologie. Les syndromes coronariens aigus post-opératoires, quel traitement? Vous le voyez, les décès post-opératoires sont la 3e cause de mortalité sur les 5 millions de patients qui sont opérés chaque année en Europe de chirurgie non cardiaque. Eh bien, près de 2% d'entre eux vont décéder dans les 30 jours qui suivent la chirurgie. Les causes cardiovasculaires et en particulier ischémiques sont les plus fréquentes. Les infarctus du myocarde périopératoire sont aujourd'hui bien définis. Ils rentrent dans le cadre des MINS qui sont définis biologiquement par une élévation isolée de la troponine et y associent des preuves d'ischémie, des symptômes cliniques, des modifications électriques ou échocardiographiques. Ils surviennent le plus souvent dans les 48 à 72 heures qui suivent la chirurgie et ont volontiers un tableau clinique et électrique qui est frustre. Ils procèdent schématiquement de 2 grands mécanismes. Une thrombose coronaire aiguë sur une plaque instable, ce sont les syndromes coronariens aigus de type 1, et puis une inadéquation entre l'offre et la demande sur une sténose coronaire stable, pas forcément significative, mais qui le devient, en tout cas hémodynamiquement, dans le contexte du stress anesthésique et du stress opératoire. Ce sont les infarctus du myocarde de type 2. Cette distinction a une valeur pronostique, puisque vous le voyez, les syndromes coronariens aigus de type 1 sont les moins nombreux, mais sont associés à un plus mauvais pronostic en augmentant les événements cardiovasculaires majeurs et en augmentant la mortalité toute cause. La prise en charge de ces infarctus du myocarde périopératoire n'est pas l'affaire du cardiologue. En réalité, elle s'inscrit dans un continuum qui débute en préopératoire, se poursuit pendant l'anesthésie et puis se termine en post-opératoire. La période préopératoire, elle est absolument déterminante. Pourquoi? Parce que c'est lors de cette évaluation que va se faire l'identification des patients qui sont le plus à risque de faire un infarctus post-opératoire. Elle est réalisée, cette évaluation, par le médecin anesthésiste en consultation, selon cet algorithme édité conjointement par notre Société française de cardiologie et la Société française d'anesthésie et réanimation. Elle se déroule en 3 étapes. D'abord, l'évaluation et le calcul du score de Lee, puis l'évaluation du risque de la chirurgie et enfin de la capacité fonctionnelle du patient dans l'objectif d'identifier les patients à risque, d'optimiser leur traitement et de proposer à une minorité d'entre eux des tests d'ischémie en vue d'une revascularisation avant la chirurgie.
Les biomarqueurs n'avaient pas encore de place dans cet algorithme. Il semblerait que le BNP ou le NT-proBNP préopératoire ont une valeur pronostique de façon plus intéressante, incrémentée au score de Lee, ils augmenteraient la performance du système et donc une meilleure identification des patients qui feraient un infarctus en post-opératoire. Ce qui se passe dans le huis clos du bloc opératoire a également une importance. Les anesthésistes ont édité ce score Apgar chirurgical qui, en tenant compte des pertes sanguines, de la pression artérielle moyenne et de la fréquence cardiaque pendant l'intervention, vont pouvoir là aussi prédire les complications majeures post-opératoires et en particulier les complications cardiovasculaires. Enfin, en post-opératoire, la première étape est évidemment le diagnostic de ces syndromes coronariens aigus. Les recommandations de la Société canadienne de cardiologie, qui sont les plus récentes dans le domaine, préconisent une mesure quotidienne pendant les 48 à 72 heures qui suivent la chirurgie, de la troponine, en tout cas chez les patients les plus à risque. Ils en font une recommandation forte, ainsi que la réalisation d'un électrocardiogramme en post-opératoire. Ce qu'il faut retenir dans la prise en charge de ces infarctus post-opératoires, c'est qu'il n'y a pas de recommandations spécifiques. Les recommandations que nous avons, avec lesquelles nous sommes familiers, sont tout à fait d'actualité, mais il va falloir les adapter aux contraintes et aux exigences du milieu périopératoire. Dans tous les cas, que ce soit STA, ST+, ou ST-, la prise en charge, elle doit être multidisciplinaire avec le cardiologue interventionnel, le chirurgien en charge du malade, l'anesthésiste. Il faut, dans un premier temps, contrôler tous les facteurs de stress, que sont la pression artérielle, l'anémie, la fréquence cardiaque. Ensuite, il faudra éliminer les diagnostics différentiels, en particulier par l'échocardiographie. Dans le cadre du ST+, la discussion se tournera très vite sur la réalisation d'une coronarographie en mettant en balance le risque thrombotique d'une part, le risque hémorragique d'autre part. Dans tous les cas, en accord avec le cardiologue et le chirurgien, un traitement antithrombotique sera débuté, mono ou bithérapie antiplaquettaire, avec un timing défini par l'un et par l'autre. Un anticoagulant en privilégiant peut-être un anticoagulant dont l'antagonisation est facile. On mettra en place un traitement anti-ischémique, désantalgique, et puis on ira, si en tout cas c'est l'option retenue, vers une coronarographie en vue d'une revascularisation. Dans le cadre du ST-, les 2 premières étapes s'appliquent. Il faudra ensuite stratifier le risque du patient pour ne proposer une coronarographie différée qu'aux patients à haut risque et privilégier le traitement médical chez les patients à risque intermédiaire ou à faible risque. Dans tous les cas, un suivi cardiologique devra être proposé aux patients à sa sortie. Ça, c'est ce qui se passe en théorie. Qu'en est-il dans la vraie vie? Vous voyez dans cette étude récente que seul 1/5 des patients chez qui est diagnostiqué un infarctus du myocarde périopératoire bénéficient d'une prise en charge invasive et que seuls 37% d'entre eux vont être revascularisés. Ces chiffres illustrent très bien la complexité du milieu opératoire et la complexité également des mécanismes physiopathologiques sous-jacents. Vous voyez dans le tableau que le pronostic est meilleur lorsqu'une prise en charge invasive est proposée, mais évidemment, on peut imaginer que ces prises en charge invasives est proposées aux patients déjà à meilleur pronostic. Pour finir, les infarctus du myocarde périopératoire sont un véritable problème de santé publique compte tenu du nombre de patients qui sont opérés chaque année de chirurgie non cardiaque. Il est urgent de réfléchir à structurer un parcours de soins multidisciplinaire du préopératoire au post-opératoire. Vous l'avez vu, il n'y a pas de recommandations spécifiques sur la prise en charge. Elles doivent prendre en compte les contraintes du milieu opératoire. Et enfin, la réflexion sur la protection myocardique pendant la chirurgie est un sujet passionnant. Les données récentes suggèrent un rôle majeur de l'hémostase et de la microcirculation. Merci de vous être connectés.